Le futur commence ici. Tous mes jeudis. Le véritable développement ne consiste pas uniquement à revenir au pays, mais à revenir avec des idées, des compétences et une vision capable de transformer durablement la société. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Kasumai Tech, votre rendez-vous consacré au numérique, à l'innovation, à l'entrepreneuriat et aux grandes idées qui façonnent l'avenir de demain. Ici, Moustapha Sissé, accompagné de notre chroniqueur Salif Mané. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un acteur engagé de la transformation numérique africaine, Bachir Diédhiou, expert en transformation numérique et intelligence artificielle, mais également auteur de cahier de retour d'un REPAT, un livre qui invite à réfléchir sur le retour au pays, sur l'engagement citoyen, le développement territorial, le rôle de la diaspora dans la construction d'une Afrique plus innovante. À travers cette émission, nous parlerons de son parcours, de son livre, de l'intelligence artificielle, de la souveraineté numérique et des perspectives qu'offert aux jeunes africaines. Merci, M. Bachir Diédhiou, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Moustapha. Merci, Salif. Merci à Kasumai Tech. Le nom est évocateur. En tout cas, ça m'évoque mes racines. Mes racines Diola. Et puis la technologie, c'est mon quotidien. Donc merci vraiment pour l'invitation. Bonsoir, Salif. Bonsoir, Moustapha, et bonsoir, M. Bachir Diédhiou. Bachir, vous êtes expert en transformation numérique, mais également écrivain. Alors, avant de parler de votre livre, vous pouvez vous présenter à notre téléspectateur qui est Bachir Diédhiou. Moi, je suis un Diola Bontin, né à Ziguinchor, qui a grandi à Ziguinchor jusqu'au bac, qui est parti en Europe avec un passage à l'université Cheikh Anta Diop, mais qui a pris conscience du rôle et de la responsabilité qu'on a en tant qu'Africains de développer ce continent-là. Donc d'où ma repatriation, parce que les repatres, c'est des gens qui étaient partis et qui sont revenus, et comme disait Youssou N'Dour, Faïda Moï Touki, mais Foule le Moï Nibisi. Donc moi j'ai pris mon destin en main, ma responsabilité pour revenir au Sénégal, et plus précisément m'engager pour le Sénégal, la Casamance et pour l'Afrique. Alors pour engager pour la Casamance, pour l'Afrique, pourquoi vous avez choisi de revenir au Sénégal avec tous les privilèges que vous avez laissés pour revenir votre pays natal? Pourquoi ce choix-là? Parce que moi je pense que ce qui définit un être humain, c'est pas un salaire. Ce qui définit un être humain, c'est sa mission. Et c'est sa quête de sens. Donc certes, j'avais un salaire confortable qui me permettait de vivre confortablement, mais j'étais en quête de sens. Et ma mission aujourd'hui, comme beaucoup d'Africains, on a conscience que ce continent-là ne se développera pas avec des Chinois ou des Mongoliens ou les Occidentaux. Ce continent se développera avec nous. Donc, il faut un minimum d'engagement et de sacrifice pour pouvoir faire ce pas-là et dire je vais revenir avec beaucoup d'humilité, bien sûr, pour contribuer à l'essor de ce pays, de ce continent. Salif, aujourd'hui, on a le privilège de recevoir Bachir Diédhiou. Quel est votre premier mot? C'est une grande fierté aujourd'hui d'avoir partagé cette plateau avec un mentor, un guide. Bachir, pourquoi vous avez choisi d'écrire Cahier de retour d'un REPAT? En fait, moi j'ai choisi d'écrire parce que moi je trouve que l'écriture c'est une des seules traces qu'on laisse quand on quitte ce monde. Donc ça transmet du savoir, ça transmet du savoir-être, ça transmet du savoir-faire. Et moi aujourd'hui je suis dans la transmission. Je veux vraiment faire passer un certain nombre de valeurs, un certain nombre de messages, et je ne pouvais le faire qu'à travers l'écriture. Donc c'est vraiment ce qui m'a motivé à écrire ce livre. Moi j'ai voulu écrire pour mes enfants, parce que mon père a fait aussi beaucoup de choses mais il n'a jamais écrit. Et pour que mes enfants, mes petits-enfants puissent avoir cette trace de mon passage sur Terre déjà, mais connaissent leur histoire, l'histoire de leur père, de leur grand-père, pour que ça leur serve aussi de socle, de racine pour pouvoir continuer à éclore. Le choix du mot REPAT, pourquoi?
C'est une excellente question parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la terminologie repat. Repat, ça veut dire repatriation. C'est l'inverse de expat. Voilà, les expats, c'était les blancs qui venaient d'Occident pour s'installer en Afrique pour nous aider à notre développement. Aujourd'hui, la courbe s'est un peu inversée. Il y a eu une grosse génération, en fait, nous qui sommes partis faire nos études en Occident, qui ont décidé depuis quelques années de faire un gros retour. Et ça, en fait, même les Nations Unies, en fait, aujourd'hui, l'ont nommé. Ça s'appelle le reverse brain drain, la fuite des cerveaux inversée. Inversée, oui. Donc, les cerveaux qui étaient partis sont en train de revenir. Et il y a presque un côté mystique dedans parce que c'est presque le retour des ancêtres qui étaient partis à travers les bateaux. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois ce phénomène-là, il y a beaucoup de gens qui sont nés, qui ont grandi aux États-Unis, qui ont grandi à Londres, en France. Les parents sont partis. Même il y a des Antillais qui ne connaissaient pas l'Afrique. L'Afrique, tout à fait. Ce phénomène-là, on le retrouve au Ghana, on le retrouve au Bénin, on le retrouve partout. Mais le Sénégal est très particulier parce que moi, quand j'ai fondé le réseau des entrepreneurs de la diaspora, de tous les repats, moi je me suis retrouvé, j'étais très surpris de voir qu'il y a des Centrafricains qui ont fait leurs études au Canada et qui n'ont pas choisi Bangui, qui ont choisi Dakar. Il y a des Maliens, il y a beaucoup de gens comme ça qui ont choisi Dakar et qui n'ont pas choisi leur pays natal ou le pays natal de leurs parents. Et donc ça dit quelque chose de notre pays en fait en réalité. Quand on parle du pays de la Teranga, c'est pas rien. C'est vraiment une vraie marque pays qu'il faut conserver. Cette hospitalité-là, mais c'est un pays ouvert, c'est un pays où les gens pensent que tout est possible. Parce qu'il y a la liberté, parce qu'il y a la stabilité, etc. Donc c'est très très important pour nous de défendre aussi cela et de se dire qu'en tant que Sénégalais, moi je ne peux pas regarder que les autres choisissent mon pays et moi je suis à l'extérieur, je suis en exil et je choisis le pays des autres. Quel est le message central que vous souhaitez transmettre dans votre livre? Le message central, moi je l'ai dit et répété, l'Afrique a besoin de ses filles et de ses fils. L'Afrique ne pourra pas se développer autrement que par l'apport intellectuel, économique, par les compétences, les apports techniques, financières de ses fils et de ses filles. Personne ne va développer l'Afrique à notre place. Il y a une anecdote que je raconte dans mon livre, c'est que moi quand j'ai voulu rentrer à un moment, j'avais pas trop de partenaires. Donc il y avait un de nos gros fournisseurs qui était venu au bureau. Donc je l'ai approché pour essayer de lui vendre mon projet. En disant aide-moi, on est partenaires, tu viens en Afrique avec moi, on ouvre quelque chose. Et il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit mais Bachir, entre toi et moi c'est qui l'Africain? Je lui dis c'est moi l'Africain. Il me dit t'es africain, moi je suis américain. Moi, mon rôle, c'est d'aller développer l'Amérique. Toi, ton rôle, c'est d'aller développer l'Afrique. Et ça a été vraiment une claque parce que ça m'a montré comment aujourd'hui, avec quel état d'esprit les Américains se sont développés. Les Américains ne se sont jamais développés en pensant qu'ils allaient s'appuyer sur les autres. Sur les autres pour se développer. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment marqué. Et ce qui m'a permis, moi, de me dire, j'attends personne, je demande la permission de personne, je vais franchir le pas, et advienne que pourra. Et aujourd'hui, Dieu merci, je suis arrivé à un moment de stabilité de mon business, mon business est stable, et j'ai des opportunités que j'aurais jamais pu avoir si j'étais resté en Europe. Le choix de Bachir, c'est très important. Le fait qu'il a laissé tous les privilèges à l'étranger, de pouvoir revenir et de participer au développement économique, mais surtout la transformation de ce pays. Il a fait quelque chose que beaucoup de personnes n'osent pas le faire. Parce qu'il y a des gens qui sont partis avant lui et qui sont partis après lui, qui ne pensent même pas à revenir. Mais lui, il a cette idée, il a cette courage de revenir, aider les jeunes qui sont là. Moi, je vais juste donner un exemple. Quand la Chine, Deng Xiaoping a pris le pouvoir en Chine, la Chine sortait de graves crises économiques avec des politiques maoïstes qui n'étaient pas vraiment efficients.
Et il y avait même des famines. Et Deng Xiaoping a été quelqu'un de très pragmatique, donc il a créé des zones économiques spéciales et il a ouvert le pays. Et la première chose qu'il a fait avant d'ouvrir le pays, en ouvrant le pays aux capitaux occidentaux, c'est de faire appel à la diaspora chinoise. Et c'est ça ce qui a accéléré l'économie du pays. Parce qu'en fait, en réalité, là où un investisseur étranger va hésiter, les gens de la diaspora, ils vont agir avec le cœur. Parce qu'ils ont, toutes les personnes que je connais moi de la diaspora, veulent faire quelque chose pour leur pays. Mais il faut leur donner l'opportunité. Donc cette diaspora-là a la capacité de compétences techniques, même s'ils n'ont pas fait de grandes études, ils ont quand même des compétences techniques réelles. Sauf que nous, surtout que nous, notre génération, on a eu l'occasion de faire de très grandes études dans les très grandes universités et travailler dans les grandes entreprises. Donc, cet apport technique il est essentiel. On a des réseaux. Moi, par exemple, quand je suis revenu en Casamance, j'ai développé une plateforme de crowdfunding. J'ai levé 6 000 €, mais c'est mon réseau qui m'a donné cet argent-là. Le réseau que j'ai eu en Europe, je n'ai pas reçu un seul centime venant de l'Afrique. Donc il y a le réseau, il y a les compétences, mais il y a aussi, qu'on le veuille ou non, une certaine vision, une certaine façon d'être. Parce qu'en fait, en Europe, il y a des règles qui sont des règles extrêmement strictes. Voilà, c'est l'exemple de la ponctualité, par exemple. C'est un truc banal. C'est un truc ici où c'est élastique. Oui. En Europe, la ponctualité, c'est quasiment une religion. Et quand on est habité par cela, quand on revient en Afrique, on travaille de façon différente. Oui. Le respect de la parole donnée. C'est important. C'est extrêmement important. En Europe, une personne qui te dit demain je te rembourse l'argent que tu m'as donné, demain il te rembourse. Au Sénégal, si tu prêtes à une personne 1000 francs, 2000 francs, bah t'as fait un don. Je pense que cet environnement de confiance qu'on crée par rapport à la rigueur, par rapport à la ponctualité, par rapport au respect de la parole donnée, etc., c'est extrêmement important. C'est des infrastructures invisibles qui tiennent une économie, qui tiennent un pays. Oui, ça l'est par rapport à ça. Ce qu'il disait, c'est ça la réalité. Mais nous, il a dit quelque chose que moi j'ai toujours dit, ça c'est pas une excuse pour nous. Aujourd'hui, je te dis, Moustapha, on doit se rencontrer à 10h et Moustapha vient à 11h. Bon, ça c'est pas des excuses. Il faut qu'on essaie de changer notre mentalité et de changer des choses, de façon de voir des choses. Parce que le monde bouge, le monde nous attend pas. Il a parlé de quelque chose si important, un manque d'infrastructures. Là, c'est beaucoup. Dans ce cas, quel apport la diaspora peut nous apporter sur cet aspect-là? Sur les infrastructures invisibles ou visibles? Les infrastructures visibles ou invisibles? Sur les infrastructures, moi je suis quelqu'un de très très obsédé par les infrastructures invisibles. Qu'est-ce qui fait qu'un baobab tient? Ce sont les racines. C'est les racines. Quand les racines poussent, est-ce qu'on les voit? On ne les voit pas. Et c'est pareil avec la vie, c'est pareil avec une nation, c'est pareil avec un pays. Et les infrastructures invisibles, aujourd'hui, c'est le respect de la parole donnée, c'est la confiance entre les gens. C'est vraiment un écosystème socio-mental qui fait qu'en fait, quelles que soient les situations, l'arbre y tient. Oui. Et ça, c'est les valeurs. C'est les valeurs. Et les valeurs, c'est pas juste des paroles. Les valeurs doivent se traduire dans le comportement. Dans le comportement, surtout. C'est pas dire quelque chose et demain te comporter de façon différente. Et quand on parle du numérique, les infrastructures invisibles du numérique, par exemple, moi je travaille beaucoup avec les entreprises quand je fais de la transformation numérique sur les infrastructures du numérique qui vont favoriser l'innovation de votre entreprise. C'est déjà travailler sur la culture d'entreprise. Oui. L'apprentissage de la résilience, avoir la curiosité d'explorer des domaines que vous ne maîtrisez pas, ouvrir votre esprit sur les compétences numériques, la résilience d'apprendre, d'échouer et d'itérer et de recommencer. Oui. Mais tout ça, en fait, ça crée un état d'esprit dans une entreprise. Et cet état d'esprit-là, petit à petit, vont créer de l'innovation.
Et c'est pour cela que moi je dis, il y a une phrase que j'aime bien, que mon père me disait, et puis que j'ai partagé avec beaucoup d'amis, la culture est une technologie. Et quand je parle de culture, c'est pas Djambadong ou quelque chose comme ça, Oui. ou Kankourang. Oui, ça fait partie de la culture. Mais la culture, c'est en fait l'état d'esprit et l'esprit qui va te permettre d'avoir de la créativité. Et ça, c'est des choses qui sont invisibles, Qui sont invisibles, oui. qui va te permettre d'être créatif. Parce que ça va développer ton imagination, ton imaginaire. Ça va développer ta capacité à avancer quand les autres stagnent ou reculent. Et c'est ça ce qui crée en fait les conditions de l'innovation. Important, c'est ça qui crée surtout les conditions d'innovation. Alors, vous avez évoqué un aspect qui est très important, la transformation. Et comment vous définissez aujourd'hui la transformation numérique en tant qu'expert de la transformation, Bachir? En fait, la transformation, c'est partir d'un état qu'on connaît vers un état qu'on ne connaît pas encore et qui n'existe pas encore. Ça, c'est la transformation. Donc, c'est un voyage. Et dans ce périple-là, il y a un certain nombre de règles à respecter. Et la première règle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le développement d'une culture numérique dans l'entreprise. Vous ne pouvez pas transformer quelque chose s'il n'y a pas déjà l'état d'esprit qui existe, si on n'active pas l'état d'esprit. Donc ça, c'est un élément qui est important. Et on travaille beaucoup, en fait, moi en tout cas, je travaille beaucoup avec les entreprises sur cette culture d'entreprise. Et je dis toujours aux jeunes avec qui je travaille, ça ne sert à rien de développer une plateforme pour régler un problème si la personne pour qui vous voulez régler son problème par rapport au numérique n'a pas le mindset et la vision que vous voulez transmettre. Ça ne marche pas. Oui. Donc il faut discuter avec la personne, il faut l'accompagner pour petit à petit que cet état d'esprit puisse germer dans sa tête. D'accord. Donc moi, le travail que je fais beaucoup, c'est ce travail-là de création d'une vision, d'accompagnement à la transformation de l'état d'esprit avant qu'on passe au code, au digital, etc. C'est très important. Est-ce que l'Afrique est prête pour la transformation numérique, Bachir? Si les autres continents sont prêts, c'est qu'on est prêt. Parce que, comme disait Dangote il y a quelque temps, et j'aime bien cette phrase, il dit que si les Occidentaux se sont développés, on peut se développer parce qu'ils ont pas deux têtes. Oui. Ils ont une tête. Oui. Ils n'ont pas quatre jambes. Ils n'ont pas six bras. Oui. Un monsieur comme ça qui a fait de la transformation industrielle, s'il le dit, je suis obligé de l'écouter. Oui. On est prêt à le faire. En plus, on a énormément d'atouts. Notre atout, c'est notre jeunesse. Oui. Aujourd'hui, l'Afrique va croître en population. On aura la population la plus jeune. On a déjà la population la plus jeune, mais on aura encore plus la population la plus jeune. Et surtout, pendant que l'Afrique va croître en démographie, avec une population jeune, l'Occident va vieillir. Oui. Donc les courbes vont s'inverser. Donc ça veut dire que vous, votre génération, vous allez arriver dans 10, 15, 20 ans en ayant des opportunités incroyables. Parce que vous pourrez créer de la valeur à partir de l'Afrique pour vendre des services en Occident. Parce qu'ils n'auront plus les jeunes qu'il faut pour créer des services. Et ils auront besoin de ces services-là. Donc, c'est maintenant qu'il va falloir commencer à vous former. Et donc, l'Afrique est plus que prête. L'Afrique est encore plus prête que les autres. Pourquoi? Je parlais de culture. Oui. Parce que la culture, c'est la fondation de la créativité et de l'innovation. Et on sait tous qu'en Afrique, notre culture est féconde. Oui. Il y a l'autre élément, c'est les interactions sociales. D'accord. On a des vraies interactions sociales en Afrique. En Afrique. Qu'on n'a pas forcément en Europe. Ils ont des interactions sociales qui sont régulées par l'État, mais nous, nos interactions sociales sont des interactions sociales qui sont naturelles. Donc ça, c'est des éléments qui vont faire en sorte qu'en Afrique, on aura la possibilité de créer énormément de services pour le reste du monde. En termes de pourcentage, l'Afrique est en quel stade de la transformation numérique? C'est difficile à dire parce qu'il faudrait créer peut-être un baromètre pour voir à quel stade on se trouve. Moi qui observe aujourd'hui les entreprises, les organisations, je sais qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui, que ce soit des dirigeants, des managers et même de nos politiques, à aller vers une vraie transformation numérique. Maintenant, le frein, et je pense que c'est pas que dans la transformation numérique, le frein c'est le comment.
Oui, le comment. Comment on y va. Et donc ça nécessite d'avoir une vraie maîtrise de la conduite du changement. Moi, depuis que je suis né, de tous les présidents qui sont succédés au Sénégal, on a parlé de changement. Oui, On n'a pas vu de changement. on n'a pas eu de changement. Et même dans les organisations, les gens veulent changer, mais on ne parle pas parce qu'on ne maîtrise pas la conduite du changement. C'est pour cela que moi, je me suis fait un focus et je me suis formé pour être aussi expert en conduite du changement. Conduite du J'ai créé changement. ma propre méthode de conduite du changement qui s'appelle HCC, Homme, Culture, Changement. Et dans ma méthode de conduite du changement, j'ai amené des éléments de la culture Diola, qui sont des éléments qui m'ont été inspirés par les leçons que j'ai apprises dans le bois sacré, où on met l'homme au centre de toutes les transformations, où on accompagne l'homme dans ses peurs, dans la prise en compte de ses peurs, mais tout en prenant en compte son environnement, pour pouvoir lui permettre, lui, de pouvoir grandir. Et moi, quand j'accompagne les organisations, c'est ce que je dis aux différentes personnes qui sont à l'intérieur de l'entreprise, je leur dis, n'ayez pas peur. Pourquoi ? Parce que la transformation numérique de l'entreprise va accélérer votre propre croissance personnelle. Et si ça accélère votre croissance personnelle, vous aurez la possibilité, vous, au sein de l'entreprise, de progresser. Et même si vous sortez de l'entreprise, vous aurez acquis tellement de compétences que vous pouvez aller vous vendre là où vous voulez. Là où vous voulez. C'est important. Salif, il a évoqué tout ce qui est transformation numérique de l'Afrique. Selon Bassir, on reconnaît son expertise que l'Afrique il est plus que prêt dans la transformation numérique et les choses bougent sur ce domaine-là. Quelle est votre lecture par rapport à ça, vous en tant que jeune qui évolue dans ce domaine-là? Il faut qu'on change les méthodes de l'apprentissage et former ces jeunes vers cette transformation qui est la transformation numérique, surtout, et laisser certaines choses qui n'apportent rien à la jeunesse et qui n'apportent rien au pays. Parce que quand les Occidentaux nous parlent maintenant qu'il y a certaines matières, ils ne le font pas, et nous insistons à faire ces matières-là, alors qu'eux, ils sont dans la transformation numérique, alors que nous tendons vers la transformation numérique. Ces paramètres-là, il faut qu'on se pose sur ces questions, sur ces paramètres-là. Est-ce que l'Afrique est prête pour avoir son propre souveraineté numérique? La question qu'il faut se poser, c'est quoi la souveraineté numérique? Déjà, quand on parle de souveraineté numérique, de quoi on parle? De quoi on parle? Est-ce que la souveraineté numérique, c'est avoir son propre Google, c'est avoir son propre Amazon, ou est-ce que la souveraineté numérique, c'est s'approprier des connaissances qui existent et les modéliser en fonction de ses intérêts et en fonction de son environnement local? Parce qu'aujourd'hui, en toute objectivité, on a la capacité de rattraper le retard technologique sur les infrastructures par rapport aux autres. La question, c'est clairement non. On n'a pas les moyens financiers parce que ça coûte excessivement cher. Quand vous allez à l'hôpital et que les gens ne peuvent même pas acheter un seringue pour se faire piquer, aujourd'hui, la priorité, c'est pas forcément d'avoir notre Google, etc. Donc, c'est ce que j'appelle en fait le piège du rattrapage africain. Si l'Afrique veut, coûte que coûte, rattraper l'Occident, on va faire fausse route. Parce que rattraper l'Occident, c'est marcher sur des chantiers qui ont été dessinés par les autres. D'accord. Alors que l'Afrique doit dessiner ses propres chantiers. Et comment on le fait? C'est pas forcément en copiant sur ce que Google a fait, sur ce que Huawei a fait, ou ce que toutes ces entreprises ont fait. C'est, même si on doit copier leur infrastructure, c'est avoir la capacité de contourner cela et de les modéliser. De les modéliser. Aujourd'hui, une des stratégies qu'on pourrait développer sur les data centers, c'est pas forcément avoir des gros gigantesques data centers, parce que les gigantesques data centers, par exemple, pour pouvoir développer une IA souveraine, ça coûte excessivement cher. C'est beaucoup d'électricité, c'est beaucoup d'eau, etc. Mais c'est plutôt avoir des modèles de data centers plutôt locaux, adossés à des problématiques et à des use cases qui sont identifiés, pour pouvoir régler des problèmes ponctuels, des problèmes structurels, mais des problèmes locaux. Ça, c'est la vraie stratégie. Ça coûte beaucoup moins cher et ça permet
d'adosser en fait la stratégie de construction d'un data center par rapport à des problématiques qu'on a identifiées et le plus près possible de la réalité qu'on veut transformer. De la réalité qu'on veut transformer. Ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus pertinent. Et le modèle, le retour sur investissement, il est réel. Il est réel. Et deuxième chose sur laquelle l'Afrique, je le répète encore une fois, on peut vraiment asseoir notre souveraineté numérique, bah, c'est le capital humain des jeunes. C'est vraiment accompagner les jeunes parce que quand on aura la jeunesse la plus nombreuse au monde, si cette jeunesse est la jeunesse la mieux formée au monde, c'est nous qui allons créer les services pour le reste du monde. Donc à partir du moment où on va investir sur la formation des jeunes, dans 20, 30 ans, bah, l'Afrique non seulement sera souveraine, oui, mais il y a beaucoup de gens qui viendront taper à notre porte. Tout à fait. Alors dans ce cas, est-ce que le Sénégal est sur la bonne trajectoire? Quand on lit le New Deal technologique du président, tous les cadres qui ont été faits, il y avait aussi le plan, le PSE de Macky Sall, tout ça. Il y a une volonté politique, on ne peut pas le nier. Il y a une volonté politique, mais tout ce que je dis, c'est comment. Comment on le fait. Et je pense que les hommes politiques doivent avoir l'intelligence de pouvoir s'adosser avec les gens qui savent faire de la transformation. Faire de la transformation sur le papier, bah, tout le monde sait le faire. Mais le problème, c'est le comment on le fait et quelles sont les stratégies qu'on met en place. Moi, j'ai fait une note que j'ai adressée à la présidence de la République récemment, il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si ça a été lu ou pas, mais peu importe. Mais parce que tout simplement, j'ai dit qu'il fallait investir sur les infrastructures invisibles, sur l'hygiène numérique, sur l'esprit critique que les jeunes doivent avoir, sur le développement en fait de l'appropriation des algorithmes, qu'ils comprennent comment fonctionnent les algorithmes. Et tout ça, c'est des éléments qui ne coûtent pas cher. Oui. Parce qu'en fait, créer un data center, c'est bien. Mais créer un data center, les compétences humaines qui font tourner le data center, c'est encore mieux. C'est encore mieux, oui. Parce que créer des data centers, aller chercher des compétences ailleurs, ça n'a pas de sens. D'où l'initiative, moi, que j'ai prise, je n'ai pas attendu l'État pour le faire, c'est de créer des clubs numériques responsables dans les collèges. Je vais commencer avec un collège au Sénégal, mais l'idée de pouvoir étendre en fait les clubs numériques responsables pour aider les jeunes à s'approprier le langage des algorithmes. Pas seulement coder, mais comprendre ce qu'il y a derrière les algorithmes, le secret des algorithmes, pour pouvoir se l'approprier, pour pouvoir être demain les Bill Gates, les Elon Musk de demain. Et donc ça, c'est des initiatives concrètes moi que je prends. J'espère qu'à Ziguinchor, on pourra faire la même chose. Oui, tout à fait. Donc voilà, moi je pense que c'est comme ça qu'on y arrive. Alors, Bassirou, l'IA représente une menace ou une opportunité pour l'Afrique? Bah, les deux, mon capitaine. L'IA est une menace et une opportunité. Et je vais argumenter un peu. Comme toutes les nouvelles technologies qui arrivent avec des opportunités et des menaces. D'accord. C'est un peu comme un couteau. Un couteau, s'il est bien aiguisé, tu peux faire un bon yassa avec, couper des oignons, couper les citrons, faire un très bon yassa. Tu peux aussi faire très mal. Oui, oui. Donc, le problème, c'est pas le couteau, c'est pas l'IA, c'est l'usage qu'on en fait. L'usage qu'on en fait. Et la façon dont on l'utilise. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a introduit la plus grosse révolution industrielle qui existe au monde depuis que l'humanité existe. Quand on regarde l'évolution, aujourd'hui, si on parle de l'IA générative, parce qu'il y a différents types d'IA, oui, il y a différents types d'IA, oui. Mais si on parle uniquement de l'IA générative, qui est aujourd'hui l'outil le plus utilisé, oui. C'est énormément d'opportunités en termes de création de valeur. Je pense que nous sommes tous dans les IA. Oui. Des tâches que je mettais 2 heures, même 2 jours à faire, aujourd'hui, je peux mettre 30 minutes à les faire. Oui. Oui. Toutes les tâches qui sont chronophages, répétitives, sans valeur ajoutée, aujourd'hui, on peut les automatiser grâce à l'IA. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est une bibliothèque énorme de connaissances qui est mise à la disposition de l'humanité. Ça peut être un outil formidable pour l'apprentissage, pour l'éducation, mais ça constitue également des menaces. Quand je parlais tout à l'heure de manque d'esprit critique, de l'hygiène numérique,
que ça comporte en termes de cybermenaces. Aujourd'hui, la plus grosse menace qui existe à travers l'IA, c'est que beaucoup de jeunes qui utilisent l'IA et qui utilisent même les réseaux sociaux pensent que l'IA est une autorité. Or, l'IA, ce n'est pas une autorité. L'autorité, c'est vous. Parce que l'IA ne fait que répondre à des requêtes qu'on lui envoie. Mais comment vous envoyez les requêtes, comment vous interrogez l'IA et comment vous interagissez avec l'IA. Est-ce que vous prenez l'IA comme un couteau parce que vous ne savez pas vous en servir et que vous faites n'importe quoi et vous finissez par vous blesser? Ou est-ce qu'on vous a appris à bien manier ce couteau pour faire quelque chose d'intéressant? Donc la plus grande menace de l'IA, pour moi, elle vient de ça, de cette manque de culture, de la maîtrise de l'outil IA. Et c'est pour cela que moi j'ai lancé les clubs numériques responsables, parce que quand je discutais avec ma fille, pour savoir si dans sa classe, comment ses copains de classe, ses copines utilisaient l'IA, elle me dit, mais papa, nous on ne nous a pas appris à utiliser l'IA comme toi tu m'as appris à utiliser l'IA. Donc forcément ils utilisent l'IA n'importe comment. N'importe comment, oui. Donc ça génère des réponses qui sont biaisées, mais ils pensent que c'est les bonnes réponses. C'est les bonnes réponses, oui. Donc ça, je pense qu'en termes de cognitif, en termes tous les biais cognitifs qu'il y a à travers l'IA, ça pour moi c'est le plus grand danger, parce que ça agit directement dans l'état d'esprit des gens. Après il y a d'autres problématiques qui existent liées à l'environnement, liées à l'électricité, liées à l'eau, parce que l'IA consomme énormément d'électricité, énormément d'eau. Mais ça c'est des problèmes qu'on est en train de régler, parce que chaque technologie vient avec ses problèmes, mais aussi ça génère de nouvelles solutions. Mais pour moi, la plus grande menace, c'est la menace sur l'humain. J'ai lu votre livre sur le chapitre 8. Vous avez parlé de la transformation, les nouveaux métiers. Quels sont les nouveaux métiers que l'IA vraiment à apporter? Aujourd'hui, en fait, on est en tournant de l'humanité où 60%, même 80% des nouveaux métiers à venir ne sont pas encore connus. Aujourd'hui, il y a des métiers qui vont forcément disparaître à cause de l'IA. À cause de l'IA. Qui vont disparaître. Moi, je ne suis pas pour la disparition des métiers, je suis pour la mutation des métiers. Mutation, d'accord. Parce que quand on casse des métiers, on casse des familles, on casse des humains. Donc je ne suis pas, moi à chaque fois que j'entends qu'une entreprise a licencié à cause de l'IA, je ne suis pas content. Et moi je pense que sur ce domaine-là, on doit réguler et interdire les licenciements à cause de l'IA. Obliger les entreprises à faire de la formation et de la mutation de ces métiers vers les métiers de l'IA. Après en Afrique, on est moins menacé parce qu'on n'est pas une société grandement industrialisée comme en Europe. Mais aujourd'hui, il y a forcément des nouveaux métiers qui vont tourner autour de l'ingénierie de l'IA, du prompt engineering, des data scientists, des data analystes, de la cybersécurité liés à l'IA, mais aussi, ce que je disais, toute la partie pédagogie de l'IA, accompagnement humain à travers l'IA. L'enseignement va être bouleversé par l'IA. Donc, il y aura des nouveaux métiers de régulation qui vont arriver. Les métiers de droit numérique avec l'IA. Ça, c'est des choses qui vont arriver. Moi, je me rappelle mon première année de l'université, c'était 2020, on parlait de tout ce qui est droit numérique. Absolument. Mais aujourd'hui, c'est des compétences, c'est des métiers qui sont vraiment demandés. C'est des métiers qui vont exploser parce qu'on aura de plus en plus de soucis par rapport à des biais cognitifs, à des choses qui ne sont pas respectées. Et puis, on a des nouvelles lois à écrire. Surtout. On a des nouvelles lois à écrire pour accompagner en fait cette mutation, mais les gens qui doivent écrire ces lois doivent connaître le fonctionnement de l'IA. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, moi en tout cas, si j'étais à la place des gouvernants, je vais préparer cette mutation en mettant en place, mais vraiment en plan IA, mais avec vraiment basé sur la formation des nouveaux métiers. Parlons de la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, la formation que les institutions proposent, est-ce qu'il répond vraiment aux besoins réels des métiers du présent et du futur? Moi, si j'étais président, j'allais tout casser. Toute l'éducation nationale. De l'école primaire jusqu'à l'université. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'ingénieurs. Quand je dis ingénieurs,
l'Afrique a besoin de makers, de gens qui savent faire. Point final. Et je pense qu'il faut casser toute l'éducation nationale et faire en sorte que tous les jeunes, en fait, qu'on ait une culture d'ingénieur, en fait. Que dès l'école primaire, qu'on ait des jeunes qui savent manipuler les outils. Les outils. Qui savent, je ne dis pas que la théorie, il faut éliminer la théorie, non. Je dis que la théorie doit accompagner la pratique. Ou la pratique doit servir de support à la théorie. Mais aujourd'hui, de l'école primaire jusqu'à l'université, vous faites que de la théorie. Oui, oui. Donc il faut tout casser, il faut partir en fait, créer des filières par compétences. Pas des filières CM1, CM2, ça n'a pas de sens. D'accord. Il faut créer des filières par compétences et avoir une orientation par compétences et par appétence par rapport à ce que je veux faire. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et créer des filières comme ça qui vont permettre d'accompagner les jeunes, mais en mettant la pratique au centre de l'apprentissage. Parce que tout ce qu'on fait, on le retient. Tout ce qu'on lit, on l'oublie. Ça c'est vrai. Salut, parlons de la formation. Vous êtes coach formateur et aussi vous formez, vous accompagnez les entreprises, les jeunes dans ce domaine-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, les formations répondent aux besoins de nos futurs cadres du pays? Les formations que l'État donne, bon, je ne dis pas que 100% ça répond aux critères des futurs métiers, mais ça manque. Aujourd'hui, je vais un peu revenir. Nous, lorsqu'on faisait des formations sur l'intelligence artificielle, bon, on a fait des théories, mais on a fait beaucoup de pratiques. J'en rencontre avec des gens qui te disent, moi je sais utiliser l'IA, mais par contre, quand tu mets la personne en pratique, la personne est calé. Pour rien il est vraiment limité. Il est limité. Il a parlé de techniques de prompting, comment parler avec l'IA. Mais aujourd'hui, les gens, bon, je m'excuse, mais les gens pensent que s'il parle à l'IA, il parle comme à son copain. Il y a un de mes grands, c'est un professeur, il a donné un exercice à faire à un élève de CM2. L'élève de CM2 a utilisé le chat GPT pour faire cette devoir qui est la dissertation, mais le prof ne sait pas que l'élève a utilisé chat GPT. Même les enseignants en ont besoin de faire des formations pratiques. Et j'espère que M. Bachir Mentor, vous ne pas oublier aussi les enseignants parce qu'ils n'auront pas besoin. Dans le club numérique responsable, en fait, c'est les élèves, les enseignants et les parents. Les parents, les trois sont associés parce que pour moi, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que quand les élèves rentrent à la maison, ils sont sous la responsabilité des parents. Les parents doivent aussi apprendre à utiliser l'intelligence artificielle, et même s'ils ne l'utilisent pas, qu'ils comprennent comment fonctionnent les algorithmes pour pouvoir aider leurs enfants à ne pas, au moins, aller là où les enfants ne doivent pas aller. Ça c'est important. Alors, parlons de l'entrepreneuriat et l'innovation, Bassirou. Quelle opportunité voyez-vous aujourd'hui? Pour moi, un entrepreneur doit être un innovateur. Si vous êtes un entrepreneur et que vous n'innovez pas, vous finirez par mourir. Parce que vous allez faire comme tout le monde. Si vous faites comme tout le monde, vos marges vont s'effondrer parce que vous n'avez aucune valeur. Par contre, si vous innovez, vous aurez la possibilité de créer votre espace et vous aurez la possibilité de pouvoir vendre avec des marges qui seront confortables. Et on sait que dans une entreprise, ce qui tient une entreprise, ce sont les marges. Mais la question, encore une fois, comment on innove? Et est-ce qu'on ose innover? Et où est-ce qu'on innove? C'est pour cela que la capacité à observer, elle est extrêmement importante. Et beaucoup d'entrepreneurs ne font cette erreur, c'est qu'ils ont une idée le matin, le lendemain, ils sautent sur l'idée et ils essayent de l'appliquer. C'est bien d'avoir cette réactivité-là, mais il faut prendre du recul, tester l'idée en étant en mode observateur et en fermant sa bouche, en étant silencieux et en observant et en apprenant. Parce qu'à chaque fois dans votre environnement, quand vous regardez, il y a des solutions à apporter. Mais ces solutions-là, il ne faut pas les créer ex situ, il faut les créer in situ, c'est-à-dire qu'il faut les créer en observation. Mais quand vous observez, il faut aussi être dans l'exécution. Itérer, tester, vous allez échouer peut-être, mais une fois que vous allez trouver le bon bout, c'est là où votre business va exploser. Et il faut le faire avec les autres.
Il faut le co-créer avec les personnes pour qui vous voulez créer ce service-là. Donc pour moi, l'innovation, c'est central pour toutes les entreprises, que vous soyez leader de votre marché, que vous soyez débutant. Et moi, je conseille à tout le monde un livre qui s'appelle La stratégie de l'océan bleu. C'est un livre qui m'a énormément aidé à créer des business innovants. C'est avoir la capacité à sortir de l'océan rouge, où il y a tous les piranhas, les requins, etc., à aller dans les océans bleus, où là, vous avez la clarté pour pouvoir créer un business sur lequel les autres vont être vos poursuivants. Magnifique, magnifique. Alors, Salih, par rapport à ça, l'entrepreneuriat et l'innovation, qu'est-ce que les entrepreneurs donc, peuvent faire dans ce domaine-là? Parce que quand on parle de l'entrepreneuriat, il y a forcément donc, de l'innovation. Il faut que chaque entrepreneur sache que lui, il peut faire ça différent de l'autre entrepreneur. C'est ça qui va amener un peu de la concurrence et de l'innovation. Aujourd'hui, si nous tous, nous faisons la même chose, après, dans 2 ans, dans 3 ans, nous tous, nous allons aller en fait. Le capital humain et le leadership. Bachir, selon vous, quelles compétences seront indispensables d'ici 2030? La compétence indispensable, c'est la transformation. La transformation. Quand je dis transformation, c'est qu'un leader, c'est quelqu'un qui transforme. Un leader, c'est pas un leader de slogan. Parce que balancer des slogans, faire des beaux discours, tout le monde sait le faire. Donc un leader, c'est quelqu'un qui a la capacité d'aller là où les autres n'osent pas aller et qui a la capacité de mobiliser les autres et les entraîner sur ce rivage-là, inconnu. Et d'avoir du succès et de gagner. Parce que si vous perdez, bah, les gens qui sont derrière ne vont plus vous suivre. Ils ne vont plus vous suivre. Donc comment on arrive à être un leader qui entraîne les autres? C'est déjà à se transformer intérieurement. Ça, c'est une étape. Tous les jeunes qui se lèvent et qui se disent « moi, je veux être un leader » alors qu'ils ne font pas l'effort sur eux-mêmes de transformation intérieure, ça ne peut pas marcher. Si vous êtes un leader et que si tout le monde se lève à 5h30 du matin pour prier, vous vous levez à 10h, vous n'êtes pas un leader. Parce qu'un leader, il se lève tôt, déjà, pour commencer. Oui, très tôt. Très tôt. Un leader, il se lève quand les autres dorment. Un leader, il continue à marcher quand les autres sont fatigués. Il continue à courir quand les autres marchent. Un leader, il donne à manger aux autres avant de manger. Avant de manger, oui. Donc si vous n'êtes pas en capacité de transformer votre vie intérieure, vous ne pouvez pas être un leader. Et à partir de là, si vous avez cette capacité de transformation intérieure et de vous élever à un niveau spirituel très très élevé, parce que pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui a un niveau spirituel très très élevé, qui a un niveau de lumière très très élevé. Et ça nécessite un énorme travail intérieur. Ça, c'est pas facile. C'est Gandhi qui le disait, avant de vouloir changer le monde, il faut d'abord vous changer vous-même. JFK, Kennedy disait la même chose. Ne vous demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'État. Ça, pour moi, c'est les vraies définitions du leadership. Donc, à partir de là, vous pouvez être des gens qui entraînent les autres. Et c'est pour ça que moi je suis très fier de vous deux, parce que quand on s'est rencontrés, qu'on a fait les premières formations, etc., vous vous êtes approprié les choses et vous avez pris les choses en main et vous avez travaillé. Vous avez travaillé pour arriver au niveau où vous êtes arrivé. Et moi, vraiment, je vous encourage, parce que dans tous les cas de figure, la transformation dont l'Afrique a besoin, c'est vous qui allez le faire. C'est vous qui allez le faire. Peut-être que nous, on sera là, peut-être qu'on ne sera pas là. Mais nous, on fera tout pour être là. In fine, c'est vous qui allez le faire. C'est important. Alors, Salih, quelles sont les erreurs que les jeunes doivent éviter? Les erreurs que beaucoup de jeunes font, aujourd'hui, moi, je dis, quand vous voulez être un leader, il faut d'abord avoir un modèle. La personne dont vous allez s'inspirer de cette personne-là. C'est très important. Aujourd'hui, c'est très important. Nous, on a cette chance-là d'avoir M. Bachir qui est là aujourd'hui avec nous et M. Abraham Montansani. Que je salue au passage. sont des leaders qui nous ont formés. Moi, là où je pars, je suis heureux de le dire. J'ai des grands mentors que quand je les vois, je dis Alhamdulillah. Aujourd'hui, c'est grâce à eux, Salif est devenu un formateur. Il faut avoir un modèle pour être un bon leader. Aujourd'hui, quand tu n'as pas de modèle, tu n'es pas un bon leader. Tu n'es pas un bon leader. Alors, Bachir, question flash. Un mot qui
définit votre parcours? Persévérance. Le livre qui vous inspire? De retour au pays natal de Aimé Césaire. Mais il y en a plein d'autres, mais celui-là, il a vraiment marqué mon existence. Une innovation qui transforme l'Afrique. L'intelligence artificielle. Une qualité essentielle d'un leader. Courage. Votre plus grand rêve pour le Sénégal? Être au niveau des plus grands pays les plus développés au monde et même dépasser la France, dépasser les États-Unis, dépasser la Chine. Alors si vous avez une minute pour parler directement à la jeunesse sénégalaise et africaine, quel message souhaiterez-vous lui transmettre? Réveillez-vous le matin et engagez-vous. Merci beaucoup. Salif, votre mot de la fin. Merci Mentor pour cette émission. On vous suit tout le temps, on partage des canaux, mais faire une émission avec vous, ça c'est un grand plaisir pour moi. Merci nos techniciens, Kabir et son collègue. Merci beaucoup aux téléspectateurs. On vous donne rendez-vous à très bientôt. Cet entretien nous rappelle que la transformation numérique ne se limite pas aux technologies. Elle repose avant tout sur une vision, des compétences et des femmes, des hommes prêts à mettre leur savoir au service du développement de l'Afrique. À travers Cahier de retour d'un Repak, Bassirou Diédhiou nous invite à réfléchir au rôle de la diaspora, à la valeur du retour d'expérience et à la responsabilité collective de bâtir une Afrique plus innovante, souveraine et inclusive. Le Sénégal dispose d'une jeunesse talentueux et d'un potentiel considérable. En investissant dans l'éducation, l'innovation et l'intelligence artificielle, il peut devenir un acteur majeur et de transformation numérique du continent. Bachir, quel est votre mot de la fin? Vous remercier, vous dire, mais vraiment, je suis vraiment très très fier de vous. Continuez comme ça, c'est une belle émission. Continuez à inspirer, à impacter, parce que c'est en inspirant et en impactant dans la conscience qu'on va arriver à générer d'autres leaders et créer des systèmes. Parce que pour que les pays se développent, il faut créer des systèmes de pensée qui sont tenus par des valeurs fortes. Je parlais de racines. Il faut vraiment fortifier les racines de notre baobab Sénégal et le reste viendra tout seul. Le reste viendra tout seul. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi ce grand entretien de Kasumai Tech. Nos sincères remerciements à Bassirou Diédhiou pour la richesse de ses analyses, son témoignage inspirant et sa vision d'une Afrique qui construit son avenir grâce à l'intelligence artificielle, au savoir, à l'engagement. Merci également à notre chroniqueur Salif Mané pour la qualité de ses interventions. C'est Kasumai Tech, nous croyons que les plus grandes transformations commencent toujours par une idée, une vision et le courage d'agir. Continuons à valoriser les talents, à partager les connaissances et à préparer une génération capable d'innover pour le Sénégal, la Casamance et l'Afrique. Ici, Moustapha Cissé, merci pour votre fidélité. Rendez-vous sur la 107.0 pour une nouvelle édition de Kasumai Tech, votre rendez-vous dédié au numérique, à l'innovation et aux bâtisseurs de l'Afrique de demain. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir. Kasumai Djikatoral. Le futur commence ici.